de ce qui précède en comprenant que la relation entre l'auteur et son œuvre est extrêmement bien protégée, que la loi a prévu à la fois tout le système de protection d'une œuvre, tout le système de protection d'un auteur dans son rapport à son œuvre, mais également a prévu les moyens d'exploiter cette œuvre par la cession des droits, par la concession de licence ou par la conclusion d'un contrat d'édition afin d'assurer la fabrication en nombre et la distribution. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut jamais oublier qu'un auteur, la plupart du temps, crée une œuvre, mais que ce n'est pas forcément cet auteur qui va amener cette œuvre jusqu'au public. On peut imaginer, à titre d'exemple, la situation d'un auteur de théâtre. Ce n'est pas toujours lui qui va assurer la mise en scène et l'interprétation de cette pièce. Il aura besoin de gens, d'artistes-interprètes pour interpréter. Il aura également besoin d'argent pour mettre en place sa pièce de théâtre et la transmettre ou plutôt l'exécuter devant le public. Il en est de même dans le domaine de la musique, où un auteur, aussi brillant fût-il, ne pourra pas interpréter seul, sauf exception. Il y a des exceptions, ce qu'on appelle des auteurs, compositeurs, interprètes, qui sont des gens qui créent leur musique, créent les paroles et exécutent leur création seuls sur scène, accompagnés d'un instrument de musique. Mais c'est une situation assez rare. La plupart du temps, la musique est transmise au public par le moyen d'un concert et dans lequel il y a un groupe d'artistes qui jouent sur scène. Mais également, mais surtout, cette œuvre est transmise au public par le moyen de la diffusion, par la radio, la télévision ou tout autre média. On en déduit donc que l'œuvre, une fois créée, a besoin d'auxiliaires, a besoin d'autres intervenants pour finir d'arriver jusqu'au public ou pour, terminer le processus de création qui aboutit à la communication au public. Ces auxiliaires, ces personnes qui participent au processus de création, soit par l'interprétation, soit par la production, c'est-à-dire l'élément matériel, l'élément financier, soit par la diffusion, ont également des droits. On parle ici des droits voisins du droit d'auteur. Ces droits voisins sont donc la prérogative des artistes-interprètes d'une part, des producteurs d'autre part, et des organismes de diffusion, de radiodiffusion, enfin. Concernant l'artiste-interprète, il dispose d'un certain nombre de droits, mais uniquement sur son interprétation. L'interprète, qu'il soit chanteur ou acteur par exemple, ou danseur, détient des droits sur sa version, sur son interprétation, et non pas sur l'œuvre en elle-même. Et ces droits ressemblent trait pour trait aux droits dont dispose l'auteur sur l'œuvre, à ceci près que ces droits ne concernent que l'interprétation. Ainsi, c'est l'interprète qui dispose du droit exclusif de permettre la radiodiffusion de son interprétation, de permettre la communication au public de son interprétation, de permettre la reproduction de son interprétation, etc. Sachant que le fait de permettre un droit, ou plutôt le fait de permettre une action parmi celles que l'on a devant les yeux, n'implique pas de permettre d'autres. On peut illustrer cette situation avec le cas assez fameux de Maria Callas, qui est une cantatrice, qui était venue dans une salle de spectacle pour essayer l'acoustique de la salle. On lui a demandé si elle était d'accord pour qu'on enregistre ses essais.
elle a été d'accord, puis ensuite, quelques mois plus tard, elle est décédée, et celui qui avait enregistré ces essais les a diffusés sur la radio, ou les a diffusés par radio. Les ayants droit de Maria Callas se sont opposés en disant simplement Maria Callas a autorisé la captation de ces essais et en aucun cas leur diffusion. Et ils ont eu gain de cause puisque les deux actions sont différentes. Autoriser la fixation ou la captation d'une interprétation n'implique pas autoriser son utilisation ou sa diffusion. Donc pour synthétiser, on peut dire que l'artiste-interprète dispose des mêmes droits que l'auteur, mais uniquement sur sa version, son interprétation. Il est à savoir également que l'artiste-interprète dispose des droits moraux qui, de la même manière que pour l'auteur, sont incessibles, imprescriptibles. Deuxièmement, personne n'ignore que l'argent, la puissance financière est absolument nécessaire au processus créatif. L'artiste le plus génial ne rencontrera jamais son public s'il n'est pas aidé par un producteur qui va l'accompagner dans le processus créatif, puis ensuite l'accompagner dans la diffusion de son œuvre. À telle enseigne que dans le système américain, qui est celui du copyright, le producteur dispose de plus de droits que de l'auteur. Pour eux, la logique est la suivante. Ce n'est pas l'auteur créateur qui mérite d'engranger le maximum d'argent, c'est plutôt le producteur parce que c'est lui qui a pris le risque financier. Dans le système civiliste, le système de droit d'auteur, la logique est inverse puisque celui qu'on essaye de protéger au maximum, c'est l'auteur. Et le producteur est considéré seulement comme un auxiliaire. Pour autant, le producteur est nécessaire dans le processus de diffusion des œuvres, et ce, quel que soit le type d'œuvre. Il est donc logique que ce producteur ait le droit ou ait un droit exclusif de faire ou d'autoriser certaines actions, à savoir la reproduction de la fixation, la reproduction de l'œuvre fixée sur un support matériel, la mise à disposition au public, la location et le prêt au public, etc. Le producteur dispose d'un certain nombre de droits sur l'œuvre, sous réserve bien sûr des droits du premier titulaire qui est l'auteur principal. Et nous avons enfin les organismes de diffusion. Alors, la même logique que l'on a appliquée aux producteurs, on peut l'appliquer aux organismes de radiodiffusion, c'est-à-dire que tant qu'une œuvre n'est pas diffusée à grande échelle, ça restera toujours une œuvre confidentielle, son public restera limité, et donc les revenus engrangés resteront limités. Alors qu'une œuvre qui est diffusée avec insistance à la radio ou sur d'autres médias, eh bien, cette diffusion va lui permettre une plus grande exposition et donc un plus grand public et donc de plus grands revenus. Il est ainsi logique que les organismes de diffusion disposent d'un certain nombre de droits, mais uniquement sur leur diffusion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de droit sur l'œuvre en tant que telle, mais uniquement sur la diffusion qu'ils en ont fait, l'émission qu'ils en ont fait. Ils ont ainsi le droit de réémettre cette émission, de la rediffuser, de la fixer sur un support physique, de la reproduire et de la communiquer au public. Il est à savoir, enfin, qu'il y a des exceptions, comme pour le droit d'auteur, il y a des exceptions qui impliquent la libre utilisation, eh bien, pour les droits voisins, il y a également des exceptions, c'est-à-dire des libres utilisations, pour les cas d'un compte-rendu d'événements d'actualité, l'akhbar toujours, la reproduction à des fins de recherche scientifique, la reproduction dans le cadre d'activités d'enseignement et la citation.
les droits voisins du droit d'auteur jouissent d'une durée de protection comparable à celle de l'auteur, à savoir 70 ans à compter de l'année civile de la première publication autorisée. Je dis bien comparable à l'auteur et non pas identique, puisque rappelez-vous, l'auteur jouit d'une protection durant toute sa vie et 70 ans après sa mort. Ici, c'est 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée. Il y a des situations où l'œuvre n'a pas connu une publication autorisée, et dans ce cas, le point de départ de la protection sera l'année civile de la création. À bientôt.